Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, est l'invité d'Audition publique. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, l'invitation des chaînes parlementaires, Public Sénat, LCP Assemblée nationale, invitation également de l'AFP et du Figaro. D'ailleurs, les internautes qui suivent l'émission sur le site du Figaro peuvent réagir, intervenir, poser leurs questions. Allez-y, je me ferai votre interprète. Vous intervenez sur le chat du Figaro. Bien sûr, Gabriel Attal, vous allez répondre au cours de cette émission. Comme chaque semaine, c'est la règle, à 2 parlementaires. Et donc, vous serez tout à l'heure interpellé par Ladislas Poniatowski, sénateur LR de l'Eure, et Georges-Paul Angevin, député socialiste de Paris. Les journalistes, ils sont déjà 2 à être présents avec nous, François-Xavier Bourmeau et Jérémy Marot. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Tout à l'heure, Oriane Mancini et Brigitte Boucher nous rejoindront. Nous allons parler bien sûr du grand débat et de son issue en France, mais d'abord évidemment Gabriel Attal, l'information qui nous est parvenue il y a quelques minutes. Donc en Algérie, le président Bouteflika renonce à briguer un 5e mandat après évidemment la force de la rue. On a vu ces manifestations monstres et pacifiques en Algérie. Quelle est votre réaction à l'instant sur cette décision qui nous arrive donc d'Algérie? Écoutez, la France prend acte du renoncement du président Bouteflika. Je ne crois pas avoir beaucoup d'autres commentaires à faire. Vous savez, depuis le début de cette mobilisation, j'ai beaucoup été interrogé sur ce sujet-là. Il se trouve que moi, je discute beaucoup, y compris avec des Algériens. Et ils tiennent, eux, à ce qu'on respecte leur indépendance, leur souveraineté, et qu'on ne vienne pas faire de l'ingérence dans un sens ou dans l'autre dans cette situation qui relève avant tout du peuple algérien. Nous la respectons tous, mais nous avons tous été marqués, peut-être comme vous, par ces manifestations. Est-ce que c'était effectivement la solution qui devait finir par s'imposer? À l'évidence, c'est une prise en compte de la mobilisation très forte qui a eu lieu en Algérie. Encore une fois, maintenant, c'est au peuple algérien souverain d'organiser la succession, la prochaine élection présidentielle, dont je comprends qu'elle est retardée pour des raisons d'organisation. Et évidemment, la France suivra avec attention, comme elle le fait depuis le début de cette situation, ce qui se passe en Algérie. Avec l'espoir peut-être que l'Algérie se donne d'une constitution qui lui garantisse bien le fonctionnement d'une démocratie pleine et entière. C'est encore une fois au peuple algérien. Vous ne voulez pas plus vous avancer quand même. Dites-nous quand même, au fond de vous-même, vous avez été quand même marqué, comme nous tous, j'imagine, par l'ampleur et la nature des manifestations qui ont fait vaciller le régime. Évidemment qu'on a tous vu une mobilisation d'ampleur, ne serait-ce qu'en France d'ailleurs, où il y a beaucoup de binationaux d'Algériens qui ont manifesté aussi. Il y avait 10 000 personnes à Paris hier, et donc c'est une prise en compte de cette mobilisation. Alors on va parler donc de la France avec la sortie du grand débat. Comment éviter que ce soit la déception pour les Français? Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes sur la sortie de ce grand débat et que c'est une attente qui est à la mesure de l'intérêt qu'il y a eu pour le grand débat. Si on s'était vu il y a quelques semaines ou quelques mois, on m'aurait posé des questions avec des doutes de savoir si finalement ce débat allait servir à quelque chose, si les Français allaient y participer. On ne se serait pas du tout posé la question du risque de déception. Il faut se replonger un peu en arrière pour le mesurer. Il y a eu un succès et il y a toujours un succès avec ce grand débat dont je rappelle qu'il n'est pas terminé. Que les Français peuvent continuer à faire des réunions, à faire des contributions. Et donc il faudra être à la hauteur dans la réponse politique, mais je n'ai absolument pas de doute sur le sujet. Oui, parce que la première phase s'achève vendredi. Là, on va rentrer dans la phase des conférences citoyennes et des conférences thématiques. Mais pour l'instant, le grand débat, vous le disiez, était un succès de participation. On voit pourtant toujours pas ce qui peut en sortir. Alors, vous étiez une réunion à Matignon sur le sujet hier. Qu'est-ce qui s'y est dit? C'était, plusieurs ministres à avoir été réunis effectivement autour du Premier ministre. C'était avant tout une réunion de méthode pour voir comment les choses se déroulaient dans les nouvelles étapes, puisque vous l'avez dit, il y a les conférences nationales thématiques. D'ailleurs, je viens à l'instant de quitter une conférence nationale thématique sur démocratie et citoyenneté, qui réunissent, c'est très intéressant comme exercice, et tous ceux qui étaient présents ont dit que c'était inédit aussi, qui réunissent l'ensemble des corps intermédiaires, partenaires sociaux, associations d'élus, représentants des associations, pour réfléchir ensemble et faire des propositions sur les 4 grandes thématiques du débat. Ce qu'on a constaté aussi hier autour du Premier ministre, c'est qu'il y a des sujets qui ont émergé, qui n'étaient pas nécessairement des sujets immédiatement fléchés dans les 4 thématiques et qu'il faudrait les prendre en compte. Par exemple, la question de l'emploi et du développement économique en tant que tel, qui n'était pas une thématique en tant que telle. La question de l'éducation aussi, évidemment, ça m'intéresse beaucoup puisque je suis auprès de Jean-Michel Blanquer au gouvernement et qu'on porte ces sujets-là. Ça fait partie des thématiques qui ont émergé, c'est ce qu'on a constaté. Maintenant, il faut que les prochaines étapes aient lieu, c'est très important. Il y a des conférences citoyennes qui commenceront ce week-end. Là aussi, c'est inédit. Pour la première fois,
on fait ce qui existe aujourd'hui dans les jurys d'assises, par exemple pour la justice, on le fait au niveau de la décision politique. Et c'est franchement inédit d'avoir dans chaque région une assemblée de citoyens tirés au sort qui vont faire des propositions. Justement, jusqu'au moment où l'exécutif fera ses propositions, donc si on a bien compris, celle-là devrait être autour de la mi-avril, comment éviter que les faits retombent un peu comme un soufflet, qu'il ne se passe rien? Comment vous allez animer ce moment? Écoutez, c'est très séquencé, hein. Vous avez donc cette semaine les conférences nationales thématiques. Ce week-end et le week-end prochain, des conférences régionales citoyennes et une conférence qui me tient particulièrement à cœur, qui est une conférence qui va réunir le 22 mars à Aix-en-Provence des jeunes tirés au sort dans toute la France. J'irai les accueillir, c'est important de ne pas perturber les échanges, mais des jeunes tirés au sort dans toute la France parce qu'il faut un cadre spécifique pour permettre aux jeunes de s'exprimer. On vous interroge sur la sortie du grand débat. Vous nous parlez toujours de cette délibération permanente. Oui, mais attendez, si aujourd'hui je vous donnais des éléments de fond sur la sortie, vous seriez tout à fait fondé à me dire mais attendez, à quoi sert le débat si déjà aujourd'hui vous connaissez l'atterrissage et les points de sortie? On respecte chacune des étapes. Et après les conférences citoyennes que je viens d'évoquer, il y aura le temps parlementaire où là, les députés, en tant que représentants de la nation, s'empareront des différents sujets. Ça nous amène pas très loin tout ça à la mi-avril. Donc mi-avril, il y aura une expression du président de la République qui tirera les enseignements de ce débat. Le grand débat, on a l'impression que le grand débat ressemble à la grande marche qu'avait servi à Emmanuel Macron à construire son programme présidentiel. Alors est-ce que le président de la République, affaibli par la crise des Gilets jaunes, est en train de reconstruire un programme pour la deuxième partie de son mandat, et puis comment est-ce qu'il compte le faire valider par les Français une fois que les propositions seront, une fois qu'il les aura avancées? Ce qui est certain, c'est qu'un certain nombre de constats qu'on fait aujourd'hui avec la crise des Gilets jaunes, qui ont été portés par des Gilets jaunes, par des Français et qu'on entend dans les grands débats, c'est des constats qu'on avait faits à l'occasion de la Grande Marche pendant la campagne présidentielle. Évidemment, sur la question de la ruralité, sur la question des services publics, sur la question des statuts, sur la question de la capacité à s'émanciper par le travail, c'est des constats qu'on avait faits. Et évidemment, ce qu'on a constaté, c'est qu'on n'était pas allé suffisamment vite sur un certain nombre de points, et sans doute que dans la pratique du pouvoir, on n'avait pas suffisamment associé comme on est en train de le faire aujourd'hui. Fausse route peut-être aussi. Hein. Il y a peut-être une part de mea culpa aussi dans toute cette démarche. Je viens de vous le dire, notamment en termes de méthode. Et sans doute qu'à la sortie du grand débat, il faudra proposer un cadre de débat et de participation permanent pour la suite, des opérations. Mais ce qui est certain... La méthode, par exemple, on entend aujourd'hui des voix à La République En Marche dire qu'il ne faut plus désindexer, par exemple, les retraites. Donc là, c'est bien une critique de ce qui a été mené jusqu'à présent. Mais ça fait partie des propositions qui ont été portées effectivement par Stanislas Guerini. Mais vous avez bien vu que dans les annonces du président de la République en décembre, il y a notamment un point. Il a dit qu'on revenait sur la hausse de CSG qui avait été annoncée et qui avait été mise en place pour notamment les retraités jusqu'à 2 000 €. On est revenu sur cette décision. C'est bien qu'on a tenu compte du fait que peut-être cette décision était trop forte. Peut-être qu'elle n'était pas suffisamment juste, qu'elle frappait trop durement des retraités. Donc cette part de mea culpa, on l'a fait. Mais ce qui est certain, et je pense que personne ne nie ce fait, c'est que ce qui s'est passé le 17 novembre avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est une cocotte minute qui bouillait depuis des décennies et le couvercle qui a sauté. Voilà. Et aujourd'hui, nous, on prend nos responsabilités et on fait en sorte d'être à la hauteur de la réponse qui est nécessaire pour répondre aux aspirations des Français. Pour l'instant, juste, on ne comprend pas très bien où on va. C'est un peu le concours l'épine de la proposition. C'est un jour une proposition par ministre, par député. Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre un peu de l'ordre dans tout ça, de siffler la fin de la récré et dire bon, voilà où est-ce qu'on va aller? Dans un mois, on sera au terme de ce grand débat. Alors je peux comprendre, c'est très long, surtout pour des personnes qui sont très intéressées par le grand débat. Vous dites, on n'a pas de proposition de sortie pour l'instant, et en même temps, chacun... Ce que je vous dis, c'est qu'on n'annonce pas de proposition de sortie, alors même que le débat se poursuit. Évidemment qu'il y a des propositions qui remontent. On est en train d'en faire l'analyse, qui est un travail de synthèse qui est massif. On a commencé avec les cahiers citoyens. On a aujourd'hui 10 000 cahiers citoyens qui ont été numérisés sur les 16 000 qui ont été proposés dans les mairies. On travaillera à partir du 18 mars sur la synthétisation des propositions qui sont remontées sur la plateforme. On est quasiment à 1 500 000 contributions qui ont été postées sur la plateforme. C'est massif. Donc ce travail-là, il va être fait. Et évidemment, nous, on commence à réfléchir. Et il y a des propositions qui sont faites par des formations politiques, par des associations, par des partenaires sociaux. Par des ministres. Par des ministres aussi, évidemment. Alors justement, vous-même, vous en avez des propositions à faire. Est-ce que, par exemple, la réforme de l'héritage que vous avez envie de porter fait partie des réponses, selon vous, à la crise des Gilets jaunes? C'est une forme de... C'est un chantier que j'ai ouvert, avant le grand débat, et qui vise à dire que
il faut permettre en France de développer ce qu'on appelle une philanthropie à la française, où on permet à des personnes qui en ont les moyens et qui en ont l'envie de s'engager davantage pour les associations, pour le financement de la vie associative. Donc au détriment de leurs descendants, de leurs enfants. Bon, on peut voir les choses comme ça. De fait. C'est en tout cas pour la société et pour le développement de la vie associative. Moi, je pense qu'il faut laisser le choix aux Français. Il ne s'agit pas de contraindre, il ne s'agit pas d'imposer, il s'agit de dire qu'il faut donner des libertés pour soutenir des œuvres, soutenir des causes associatives, soutenir des fondations si on en a envie. Ça fait partie des sujets sur lesquels je travaille. Mais si on parle de la question du grand débat et de la question des associations, pour le coup, il y a une proposition qu'on porte avec Jean-Michel Blanquer dans le cadre de ce grand débat, c'est le fait d'avoir un financement des associations au niveau local, sur les fonds de l'État, qui se fasse avec de la participation citoyenne. Il y a beaucoup de collectivités qui ont développé ce qu'on appelle des budgets participatifs, qui permettent à des citoyens de voter pour attribuer des budgets. Le seul endroit où on ne le fait pas, c'est l'État. L'État reste une forteresse sur ce point-là. Et donc, ce qu'on propose avec Jean-Michel Blanquer, c'est de dire dans chaque département, on a des fonds de développement de la vie associative qui sont proposés et un groupe de citoyens tirés au sort qui décide de l'attribution des subventions aux associations. C'est à la fois un enjeu de développement de la vie associative, c'est aussi un enjeu de participation citoyenne, et on voit bien que les Français veulent pouvoir participer davantage aux décisions. Jérémy. Alors, autre proposition lancée dans le débat hier par Stanislas Guerini, c'est cette idée de travailler un jour de plus pour financer la dépendance. En fait, vous nous refaites le coup de la journée de solidarité qui avait été inventée il y a 15 ans, on la refait tous les 15 ans pour financer cette dépendance, c'est ça l'idée? Écoutez, moi je pense qu'il faut regarder toutes les propositions et qu'il y a une réforme d'ampleur de la dépendance qui va arriver, sur laquelle Agnès Buzyn travaille avec son équipe, et que dans ce cadre-là, ça peut évidemment faire partie des pistes pour le financement de cette réforme qui est extrêmement importante. La part des personnes âgées dans la population française n'est rien aujourd'hui par rapport à celle qu'elle sera demain et après-demain. Et donc il faut l'anticiper, il faut permettre de se donner les moyens d'accompagner dignement les personnes dans leur autonomie lorsqu'elles sont âgées. Oui, dans toutes ces propositions qu'on évoquait, il y a la grande majorité quand même tournée autour de l'impôt et de la fiscalité. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui garantir aux Français qu'à l'issue du grand débat, les impôts n'augmenteront pas? Moi, je suis constant sur ce point, et c'est vrai qu'il y a des propositions qui ont été faites et qui ont émergé, qui proposaient des augmentations d'impôts ou équivalents. Et moi, je continue à dire que je ne considère pas qu'on puisse sortir d'un grand débat et d'une mobilisation qui a été engagée contre une hausse de taxes par des hausses d'impôts. Moi, je souhaite que les impôts n'augmentent pas, voire même qu'ils puissent baisser pour un certain nombre de personnes qui travaillent et qui aujourd'hui ont du mal à boucler les fins de mois. Je rappelle quand même qu'il y a eu une première réponse en décembre dernier du président de la République avec la hausse de la prime d'activité, avec la prime exceptionnelle salariale dans les entreprises, avec la défiscalisation des heures supplémentaires. Est-ce qu'il faut aller plus loin? C'est ce qu'on est en train de regarder avec le grand débat. Potentiellement, on pourra avoir une réponse à ce niveau-là. Ça suppose des économies en contrepartie. Alors, si on va vers des baisses d'impôts, où, lesquelles, sur quel service public? Ça fait partie des sujets qu'on est en train de regarder. Dans la lettre du président de la République, qui a initié le grand débat, c'est dit explicitement et clairement. On peut imaginer des baisses d'impôts supplémentaires, on peut imaginer des services publics renforcés supplémentaires, mais il faut qu'il y ait de l'autre côté le financement. Et donc, où est-ce qu'on va chercher ce financement? Où est-ce qu'on peut faire des économies? Ça fait partie du dialogue qu'il y a aujourd'hui entre les Français, entre les partenaires sociaux et les corps intermédiaires, et sur lequel on avance. Et là-dessus, il y a des pistes qui apparaissent aujourd'hui sur les économies à réaliser? Écoutez, déjà là, aujourd'hui, il y a une synthétisation qui est en cours, il y a des propositions qui remontent. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas d'annonce à faire sur le sujet. D'ailleurs, quand il y a des pistes qui sont avancées ou des annonces qui sont faites par des ministres, on nous le reproche assez régulièrement. Donc moi, je fais attention aussi à ça. Mais évidemment, l'objectif n'est pas de proposer des mesures qui ne seraient pas financées ou qui viendraient rompre l'équilibre budgétaire qui est important de retrouver. Jérémy Marot. Vous dites juste pas de hausse d'impôts, mais La République En Marche propose d'alourdir l'IFI. Il y a quand même cette exigence de justice fiscale avec l'idée de faire contribuer plus les hauts revenus. Est-ce qu'il n'est pas temps d'envoyer un signe justement aux gens en faisant ça? Moi, je considère qu'on ne fait pas de politique par les symboles. Et que peut-être que c'est ce qui a trop été fait ces dernières années. Vous dites envoyer un signe, vous dites faire contribuer plus certains. Ce n'est pas de taper entre guillemets sur certains qui fera plaisir à d'autres. Et donc pour moi, l'enjeu n'est pas de faire du symbolique, mais c'est de faire du pratique et de l'efficace. Nous, notre ligne fiscale, elle est très simple. Elle est de dire qu'on veut une fiscalité qui serve l'investissement et l'économie. Et c'est ce qu'on a mis en place depuis 2 ans, avec un seul objectif de faire en sorte que l'investissement reparte, que la croissance reparte, que l'économie reparte. Il n'y a jamais eu autant d'investissements dans nos entreprises depuis 10 ans que l'an dernier.
il n'y a jamais eu autant d'investissements étrangers que l'an dernier. Je fais beaucoup de déplacements en province. Je vois des investissements nouveaux qui arrivent. J'étais dans les Ardennes, il y a l'usine Cévital qui va ouvrir, c'est quasiment 1000 salariés, c'est une entreprise algérienne qui a décidé de venir implanter une usine en France, une industrie en France, parce qu'il y a ce nouveau cadre qui existe, qui est favorable à l'économie. Et donc moi, je suis plutôt pour qu'on reste sur cette ligne-là. Est-ce que vous redoutez les Gilets jaunes samedi qui veulent marquer, disent-ils, un grand coup pour la fin du grand débat, ou est-ce que pour vous, c'est terminé, c'est fini ? Moi, d'abord, ce n'est pas la fin du grand débat, je le rappelle, puisque ça se poursuit. On a compris que ça se prolongeait, oui. Ensuite, moi, je ne pense pas que les Français aujourd'hui attendent des grands coups. Je pense qu'ils attendent que ça marche, ils attendent des solutions, ils attendent qu'on aille de l'avant. Et on le voit dans la mobilisation des Gilets jaunes, où chaque samedi, c'est vrai qu'il y a une mobilisation en baisse. Peut-être qu'il reste un socle qui a décidé de se mobiliser semaine après semaine. Vous l'avez identifié, comment est-ce que vous le définissez, en tout cas, ce socle je le définis comme ayant finalement beaucoup moins de propositions concrètes sur le quotidien des Français, mais beaucoup plus de positions, de contestation du président de la République, de la légitimité de la majorité, et un souhait de renverser finalement une majorité. Et ça, on ne peut évidemment pas s'accorder avec cette ligne-là. Il y a des élections, on les respecte, et on agit pour répondre aux attentes des Français. On a vu pendant toute la crise des Gilets jaunes une volonté de créer des listes européennes, plusieurs listes européennes. Là, aujourd'hui, les Gilets jaunes ont de plus en plus de mal à se lancer. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la majorité ? Franchement, je ne ferai pas trop d'analyse politique de cette situation-là. Moi, ce que je souhaite, c'est que si des personnes, en l'occurrence Gilets jaunes, se mobilisent parce qu'elles considèrent que dans l'offre politique, il n'y a pas de réponse à leurs attentes et à leur mobilisation, ce que je souhaite, c'est qu'elles puissent proposer une alternative politique. Après, c'est à eux de s'organiser et de voir dans quelle mesure ils sont capables de le faire. Ce qui est certain, c'est que ce qu'on voit dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est là aussi qu'il y a beaucoup d'injonctions paradoxales et de positions contradictoires entre ceux qui veulent augmenter un certain nombre de dépenses, etc., d'autres qui disent qu'il y a trop d'impôts, trop de taxes et qu'ils sont sur une ligne un peu différente. Voilà, il y a quand même des positions qui sont assez différentes. Donc je comprends la difficulté à s'organiser politiquement, si c'est la question. Jérémy ? Alors c'est la question à 1 000 €, la tête de liste pour les européennes. Vous êtes plutôt pour qui ? Agnès Buzyn, Nathalie Loiseau ? On ne comprend pas bien où ça en est, ou peut-être une troisième personne à laquelle on n'a pas pensé ? Écoutez, moi je n'ai pas d'informations. Vous citez deux collègues ministres que j'apprécie beaucoup, avec qui je travaille très bien, qui sont des femmes exceptionnelles, de qualité. Qui pourraient mener toutes les deux également la liste. À ma connaissance, elles n'ont pas dit qu'elles étaient candidates, en tout cas pas publiquement pour mener la liste. Donc moi, c'est quand même compliqué de me positionner pour des personnes qui ne sont pas Nathalie Loiseau même clame qu'elle n'est pas candidate, elle le dit sur tous les toits, et en même temps, elle est soutenue, on sent que beaucoup de gens la poussent, aimerait bien que ce soit elle, vendre ses compétences. Qu'est-ce qu'il faut en penser de tout ça ? Ce qui est certain, c'est que Nathalie Loiseau, c'est une femme de très grande compétence, et c'est une femme qui fait aujourd'hui un travail remarquable pour défendre les intérêts de la France en Europe, au moment du Brexit, au moment de la poussée nationaliste. Et elle a une vraie expertise sur le sujet. Ça ne veut pas dire que c'est une déclaration de soutien à une candidature qui n'a pas été déclarée, mais en tout cas, on ne peut que reconnaître les qualités de Nathalie Loiseau. Le Premier ministre a dit récemment qu'il fallait consolider la majorité au centre droit. Est-ce que c'est votre vision ? Oui, il l'a dit. C'est votre vision aussi ? Écoutez, moi je n'ai pas vu cette déclaration. Nous, on a une position qui n'est pas centriste, mais qui est centrale. Effectivement, on est un certain nombre de personnes à avoir rejoint Emmanuel Macron, à aujourd'hui faire partie de la majorité, qui viennent de la gauche, c'est plutôt mon cas, qui viennent de la droite, c'est plutôt le cas d'autres, y compris de collègues ministres, et on est rassemblés autour d'un programme qu'on applique, autour d'une ligne politique, et autour de propositions et de chantiers qu'on va y compris ouvrir à l'issue de ce grand débat. Vous avez reçu le soutien d'Alain Juppé et de Jean-Pierre Raffarin, mais pourtant on voit que la liste Les Républicains commence à frémir un peu dans les sondages. Est-ce que ça signe la fin de la recomposition politique avec l'idée que ces prises de guerre chez les Républicains allaient affaiblir la droite ? Moi, je ne crois pas. Vous savez, les dynamiques politiques, je ne les analyse pas tant au sondage et au frémissement d'1% ou de 0,5 points. Je les analyse à la dynamique. Et c'est vrai qu'on voit qu'autour de la position et du cap porté par Emmanuel Macron en Europe, il y a un rassemblement très large qui d'ailleurs dépasse le rassemblement qui avait eu lieu autour de sa candidature au moment des élections présidentielles. Et le fait est qu'il y a un temps nouveau de
d'élargissement politique autour de cette position européenne. On le voit aussi avec des écologistes qui nous rejoignent. Pascal Durand, récemment dans la presse, a annoncé qu'il rejoignait La République En Marche pour les élections européennes parce qu'on porte un projet extrêmement ambitieux, notamment en termes environnementaux et écologiques. Et donc il y a cette dynamique qui est là. Après, on verra bien au moment des élections et du vote ce que ça donnera. Merci messieurs, c'est la fin de la première partie, tout de suite la seconde, la deuxième partie précisément de l'émission avec les deux parlementaires qui font leur entrée sur le plateau. Voilà, nous rejoignent donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Ladislas Poniatowski, bonsoir, et Georges-Paul Angevin, bonsoir à vous. Merci d'être là. Une question d'un internaute du Figaro, je vous l'avais annoncé. Alors la question est quand même très ouverte, mais vous venez de l'aborder. Quelle est votre vision des grands enjeux écologiques du moment, Gabriel Attal, sachant que vous avez décidé, avec votre ministre, bien d'ouvrir le débat dans les établissements scolaires vendredi. Oui, on se dit que ce n'est pas une méthode un peu à l'algérienne pour éviter les débordements, on va essayer de l'organiser dans le cadre des établissements. C'est de donner la possibilité à tous les jeunes qui le souhaitent de pouvoir s'exprimer et faire des propositions. C'est aussi faire confiance à la jeunesse comme porteuse de solutions, comme porteuse de propositions pour construire, effectivement, pour construire un nouveau modèle, à la fois au niveau de leur établissement, comment on fait pour être exemplaire. C'est une manière de récupérer cet élan de la jeunesse aujourd'hui pour le climat? Mais pas du tout. Vous savez, moi je me réjouis que la jeunesse française, et je suis fier que la jeunesse française se mobilise pour le climat, dans ce moment qui est un moment mondial. Il y aura des mobilisations dans toutes les grandes capitales européennes et mondiales, dans tous les grands pays pour envoyer un message. Parce que la question du climat, et je pense que la question qui est posée par l'internaute y fait référence, elle n'est pas uniquement franco-française. On voit bien qu'il y a un enjeu européen parce que si on veut être efficace, il faut emmener nos partenaires européens. Et on voit bien que c'est un enjeu mondial à un moment où un certain nombre de pays, je pense au Brésil, je pense aux États-Unis, font des choix qui sont désastreux pour l'environnement. Et donc, moi, je suis fier que la jeunesse française envoie un message pour dire on n'est pas d'accord avec ça, on a envie de construire l'avenir sur un autre modèle qui préserve l'environnement et l'écologie. Vous irez, vous, à la marche pour le climat, par exemple, vendredi? Oui, j'ai assez envie d'y aller. J'ai assez envie d'y aller parce que je suis très mobilisé sur ces questions-là. Si j'étais pas ministre, je me poserais pas la question parce que c'est un mouvement de jeunesse. Je suis encore à peu près jeune, même si je suis membre du gouvernement. C'est ça. Le plus jeune sous la Ve République, je crois. Mais oui, j'en ai assez envie. D'accord. Alors, Ladislas Poniatowski. Oui, avant de poser à Gabriel Attal une ou deux des questions que j'ai préparées pour lui, moi je voudrais réagir 2 secondes sur Bouteflika. Parce que, en tant que membre du gouvernement, vous ne pouviez rien dire et vous n'avez rien dit. Moi, je me réjouis de ce qui se passe. Je pense que c'est une bonne chose que Bouteflika ne se présente pas, je vous le dis clairement. Ça aurait été le mandat de trop. En plus, les manifestations massives que vous avez fait allusion se sont passées dans le calme. Elles ont été efficaces, la preuve. Vous regrettez la réponse fuyante de notre invité tout à l'heure. Mais il ne pouvait pas faire autrement. Il pouvait pas faire. Il est membre du gouvernement. Non, mais je n'en veux pas. Il ne peut pas. Il est obligé d'être un peu langue de bois là-dessus. Il ne peut pas faire autrement. Mais simplement pour dire. Ce qui se passe en Algérie est très important pour nous. C'est un pays voisin, un pays ami. Les liens sont extraordinaires. Et donc, on regarde avec attention. Le fait que tout soit repoussé est une bonne chose. Maintenant, on attend l'étape suivante. Bon. Quels vont être les candidats? Même ça, nous sommes très vigilants là-dessus. Un ministre français ne peut pas le dire? Mais je trouve qu'il peut le dire. Comme je ne suis pas ministre, je veux dire que je partage un peu cet avis. Je pense que l'Algérie nous a quand même montré une preuve de maturité et ont trouvé une solution qui est une solution digne pour tout le monde. Alors, Monsieur Poniatowski, vous gardez la parole puisque vous avez préparé des questions. Volontiers. Sur le débat, un petit mot sur le débat. Je suis venu pour vous parler des questions, notamment du SNU, le Service National Universel, dont vous êtes responsable et pour lequel vous n'avez pas répondu quand vous êtes venu au Sénat mardi dernier. Mais avant, sur le débat, le gouvernement a voulu enfermer le débat dans 4 thèmes. J'étais ravi de vous entendre dire que ça allait pouvoir déborder. Parce que ce qui s'est passé sur le terrain, notamment tout ce qui s'est passé dans nos mairies, beaucoup de citoyens sont venus et ont gratté comme des malades. Ils ont écrit, ils ont déposé des mots assez sympathiques avec une multitude de fautes d'orthographe, mais ça allait dans tous les sens. Bon, votre question. Non, mais ma question est surtout, est-ce que vous allez accepter que ça déborde totalement? C'est très important, parce que vous allez décevoir tout le monde. Vous allez décevoir ceux qui sont venus au débat, vous allez décevoir les gilets jaunes qui se considèrent un peu comme exclus du débat, et donc le mécontentement risque d'être partout.
Ce qui était important, c'était de fixer un cadre pour le débat. S'il n'y avait eu aucun cadre, on nous aurait expliqué que finalement c'était totalement débordant, qu'on n'allait pas. Comment est-ce qu'on allait pouvoir prendre en compte ce qui était dit si ça partait dans tous les sens. Donc c'était important qu'il y ait un cadre. Mais on a mis en place une méthode qui permet d'identifier des sujets qui ont été abordés et qui ne rentrent pas dans les cadres grandes thématiques. Et j'ai cité tout à l'heure deux sujets notamment, l'emploi et l'éducation. Mais évidemment, vous savez, d'ailleurs, on y rentre depuis 2 ans, en tout cas en ce qui concerne l'éducation, qui est le sujet aujourd'hui sur lequel je travaille avec Jean-Michel Blanquer. Donc évidemment que ça sera pris en compte. C'est un travail extrêmement dense qui est fait aujourd'hui, qui est inédit. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de municipalités qui se sont engagées, qui ont mis en place des cahiers de contributions citoyennes, 16 000. Et faites 16 000 quand même. Alors qu'on disait... ces maires-là, vous savez que les maires se sont sentis agressés par le comportement de En Marche depuis 2 ans. Ils ont joué le jeu de manière incroyable. Ils étaient déçus par vous, par En Marche, déçus par Macron, et ils ont ouvert leur porte de leur mairie, ils ont ouvert leur cahier, et ils ont joué totalement le jeu. Donc respectez-les, eux aussi, en acceptant de lire tout ce qui a été proposé et d'examiner les propositions. Vous savez, on les respecte et je les respecte. Je fais partie, on est quelques députés ou responsables de la République En Marche à être par ailleurs élus locaux. Je suis conseiller. Il est venu dans mon département et il a été bien accueilli, sa venue a été appréciée. C'est la démocratie. Je suis conseiller municipal dans ma commune depuis 2014, donc je sais le travail que font les élus locaux. Oui, j'ai été élu sur une liste de rassemblement de centre-gauche. Mais effectivement, j'étais socialiste à l'époque, mais je suis élu local depuis 2014 et je sais le travail remarquable que font les élus. En l'occurrence, moi en plus, je suis élu dans une zone urbaine, en petite couronne parisienne, donc dans la ruralité, et je l'ai vu dans un certain nombre de déplacements. Il y a un dévouement, un travail absolument remarquable des élus. Madame Georges-Paul Angevin qui a gardé son appartenance socialiste. Absolument. Donc là, vous avez évoqué le fait que les jeunes sont très intéressés par les questions, les enjeux écologiques. Et nous, bien évidemment, nous pensons que c'est quelque chose qui est très important pour l'avenir de tout le monde. Mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que le bilan à ce jour est un peu mince sur ces sujets-là? Nous avons vu ce qu'a dit Nicolas Hulot. Et par ailleurs, quand nous regardons l'intérêt que vous nous dites porter au sujet et que nous voyons les déclarations du président, notamment au Conseil européen, devant les instances européennes, on se dit qu'il y a quand même un certain décalage. Par ailleurs, je voulais aussi vous interroger sur Parcoursup. Alors attendez, déjà, vous prenez la parole tout de suite après. Décalage. Moi, je comprends que certains auraient souhaité qu'on aille plus vite, plus fort, tout de suite sur la question de l'environnement et de l'écologie. Et en même temps, je me demande si on peut trouver dans l'histoire politique des dernières années, des dernières décennies, une majorité qui a fait autant aussi vite pour la question du climat et de l'écologie. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, mais je suis bien passé pour le savoir. Mais la COP21, d'ailleurs, ce n'était pas au début du quinquennat. Je dis aussi vite, en aussi peu de temps, au bout de 2 ans. Je ne sais pas si le précédent quinquennat, au bout de 2 ans, pouvait revendiquer le même bilan en matière d'environnement. J'en suis pas sûr. Il y a plusieurs lois, je ne suis pas sûr qu'elles aient bousculé les choses. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a voté une loi qui interdit la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures en France. On est le premier pays à le faire. On est en train de présenter, et d'ailleurs, c'est pour le rendre encore plus efficace, on va présenter une loi sur l'énergie qui va faire en sorte qu'on ferme les centrales à charbon en France. Mais dans la continuité de ce qui avait été fait précédemment, vous reconnaissez oui, enfin, je veux dire, François Hollande a été élu en annonçant qu'il fermerait Fessenheim. Fessenheim est encore aujourd'hui en marche. Ce qui est très bien. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien de prendre des beaux engagements et de dire qu'on va faire des choses. Après, il faut les mettre concrètement en œuvre et il faut donner de la prévisibilité. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On a présenté un plan sur la biodiversité avec un agenda extrêmement clair, un calendrier sur la fin du plastique. On va présenter une loi sur l'économie circulaire. On a arraché au niveau européen la limitation du glyphosate, du renouvellement, alors pour 5 ans. C'est un sujet contesté, donc je vous conseille. Nous, on s'est beaucoup interpellé à ce sujet. Oui, mais ce qui a été contesté, et c'était ce que vous portiez avec votre groupe, c'est qu'on ne l'inscrive pas dans la loi. C'est un choix qui a été fait politique. Ce qui est incontestable, c'est qu'un certain nombre d'États poussaient pour un renouvellement de 15 ans du glyphosate, et que parce que le président Macron et à l'époque Nicolas Hulot, il faut le dire, se sont mobilisés, on a obtenu un renouvellement de 5 ans en Europe. On aurait souhaité que ça soit moins, d'ailleurs nous on va faire moins. Mais on a obtenu ça. Pas moins. Alors, ne lésez pas les agriculteurs français. Mais c'est justement pour ça qu'on travaille avec eux. Respectez la règle européenne. Mais c'est justement pour ça qu'on travaille avec eux. On avait souhaité qu'il y ait plus de transparence et que justement, si on va un peu plus vite en France, eh bien, il faudrait que le consommateur sache si le produit qu'il achète a été fait en France sans glyphosate ou a été fait en Italie ou en Allemagne avec du glyphosate. Et ça, vous n'avez pas voulu. Mais ce qui est certain, et c'est ce sur quoi on s'est engagé, c'est que
je ne dis pas dans 3 ans, puisque c'était donc là c'est dans 1 an et demi, on sera sorti du glyphosate. C'est un engagement qui est très fort. Et encore une fois, il faut le souligner, et on travaille avec les agriculteurs. J'étais au stand de l'INRA, au Salon de l'Agriculture. Il y a un travail exceptionnel qui est fait par des chercheurs pour trouver des alternatives, parce qu'effectivement, c'est facile de décréter la fin du Madame glyphosate. ne vous accorde pas de brevet écologiste, en tous les cas. Pour l'instant, on demande à voir. Mais par ailleurs, Parcoursup, vous savez que c'est quand même quelque chose qui vraiment préoccupe beaucoup les jeunes, de se devoir choisir leur université avec des risques de retard ou de refus considérables. L'an dernier, l'été a été une sorte d'épreuve permanente où ils regardaient tous les jours leur dossier progresser sur Parcoursup. Donc vous avez corrigé un certain nombre de choses, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à organiser l'entrée dans le supérieur avant de réformer le bac ? Parce que c'est fait à l'envers. Sachant que vous étiez le rapporteur de ce texte, comme député. On a beaucoup travaillé, débattu avec Madame Paul-Angevin. C'est même accordé sur certains points, puisqu'il y a des amendements qui ont été adoptés, qui étaient portés par Georges Paul-Angevin. Elle vous interroge en fait sur les risques de couac à nouveau en cette. Mais oui, parce que vous me permettrez quand même de rappeler en termes de couac ce qui existait avant Parcoursup. Avant Parcoursup, c'était pas des jeunes qui attendaient un peu pendant l'été. C'était des jeunes qui n'étaient pas tirés au sort et qui étaient rejetés. Et là, on a adapté le calendrier, effectivement, pour que ça aille plus vite. En faisant que les délais pour répondre soient un peu plus réduits, en créant ce qu'on appelle un répondeur automatique pour que si des jeunes sont sûrs de leur choix, la machine puisse placer les vœux. Donc, ce qu'on demandait finalement. Non, c'est une préférence, un coup de cœur, en tout cas. Et ça, c'est important. Moi, je veux quand même redire que Parcoursup, c'est un progrès exceptionnel pour les jeunes. On a plus 30% de jeunes boursiers qui accèdent au supérieur, plus 30% de boursiers en classe prépa. Et là-dessus, on peut saluer le travail qu'on a fait en commun, puisque c'est grâce à un amendement que vous aviez porté, auquel j'ai donné un avis favorable, comme quoi on voit que sur des sujets, on peut s'accorder. On a plus 30% de jeunes boursiers sur critères sociaux qui rentrent en prépa, en CPGE. On a on voit que dans les améliorations qui sont faites à ce texte, finalement, on reprend un peu des choses que nous avions proposées et qui ont été refusées à l'époque. Bon, allez, on parle maintenant du grand sujet, la grande réforme que vous allez porter, effectivement. Ladislas Poniatowski. Le service national universel dont vous êtes responsable. Vous êtes venu devant le Sénat mardi dernier et vous n'avez pratiquement répondu à aucune des questions de fond qu'on vous a posées, et notamment la plus importante. Comment allez-vous payer ça ? Parce que vous n'êtes arrivé au poste qu'en novembre 2018. Certains avaient travaillé avant. Le général Menaouine a fait un travail vraiment approfondi. Il lui a donné des chiffres. Il a dit que ça coûterait plus de 3 milliards. 3 milliards 3. Alors je vous apprends votre leçon. 1,7 milliard 1,7 milliard d'investissement et 1,6 milliard par an en année pleine. Hein, quand vous allez prendre en charge les 800 000 jeunes chaque génération. Donc 3 milliards 3. Pour le moment, vous avez inscrit 0. Même la phase expérimentale qui va commencer en juin prochain, rien n'a été inscrit, pas plus à l'Assemblée qu'au Sénat, sur cette phase expérimentale. Elle coûtera peut-être pas très cher. Je l'ai regardé d'à peu près, puisque l'Eure sera des départements cobayes. Je crois que vous trouverez les volontaires. Vous allez trouver les volontaires, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous leur offrez 2 choses. 15 jours, je vais dire un petit peu de vacances. Ils vont aller dans un autre département, dans des centres de loisirs. C'est pas l'objet quand même. Hein. C'est créer de la cohésion nationale. Quand ils disent le programme, ils se disent pas que c'est des vacances. 15 jours me plaisent, parce qu'on veut leur apprendre un certain nombre de choses. Vous êtes pour le principe. Bilan de santé, quand même. On va apprendre... Mais bien sûr, attendez, on est quand même intelligents, on sait ce qui est bien. On va leur apprendre, voir où est leur niveau de français, leur niveau numérique, tout ça est très très bien. Brassage social en 15 jours... Bon, alors le coût, on veut une réponse. Non, mais le coût... Alors, réponse. Mais pas l'expérience, hein. Année pleine, 3 milliards 3. Réponse. Mais vous ne croyez pas qu'il y a mieux à faire que de dépenser 3 milliards 3 pour ça, pour les retraites, pour les allocations familiales, pour plein d'autres choses. 3 milliards 3 que vous n'avez pas. Je vais vous répondre en 2 temps. D'abord, je suis très heureux de vous entendre dire que ça va être un moment utile. C'est pas 15 jours, c'est 2 fois 15 jours. Il y a les 15 jours de cohésion dans une autre région et 15 jours de mission d'intérêt général. Oui, mais je veux dire, ça va être très utile pour vous beaucoup de jeunes. Vous n'avez demandé à personne, ça va être à très aucune utile. association, ça va être à très aucune utile. mairie. Est-ce que vous êtes prêts à prendre... Attendez, moi je vous ai pas interrompu. Je vous ai pas interrompu. Alors on laisse répondre parce que vous intervenez sur le budget qui est inexistant. Non, mais je vous dis, sur les missions d'intérêt général, on travaille avec des grands réseaux associatifs. On signe des conventions avec eux. Je vais signer une convention avec la FEV. On travaille avec la Ligue de l'enseignement, on travaille avec Unicité, avec des grands réseaux associatifs, avec la Croix-Rouge, qui vont permettre de mettre en place des missions. Et sur les municipalités, j'ai bien dit qu'il n'y avait aucune obligation. Ce que je constate, c'est qu'il y a énormément de mairies qui sont favorables et qui sont volontaires pour proposer des missions. Sur l'argent. Si vous leur apportez de l'argent. Mais sur l'argent, on met en place une phase pilote. Vous l'avez dit, en juin prochain.
dans 13 départements, dont l'Eure, qui est un magnifique département, qui a une très belle base aérienne à Évreux, qui va servir pour le service national universel. Une phase pilote qui vise d'abord à tester nos organisations, à voir s'il y a des choses à ajuster, à tester le taux d'encadrement qu'on a retenu, qui est un taux d'encadrement qui est extrêmement élevé, un encadrant pour 5 jeunes. Quand vous connaissez un peu l'accueil collectif de mineurs, normalement c'est 1 pour 12. Oui, mais ça a un coût sur 1 pour 5. Mais est-ce qu'on va rester sur 1 pour 5 par exemple? Je vous donne qu'un exemple. À l'issue de la phase pilote, on va prendre des décisions qui auront un impact sur le coût du dispositif en année pleine. Et donc ce que j'ai dit au Sénat et ce que je redis ici, c'est que vous trouveriez curieux qu'aujourd'hui j'annonce un budget en rythme de croisière, alors même que je dis qu'on va prendre des décisions à l'issue de la phase pilote. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que pour la phase pilote, et ce que j'ai dit au Sénat en transparence, on a aujourd'hui un budget de 4 millions d'euros, que si on extrapole, ça fait environ 1,5 milliard sur une année à rythme de croisière, mais que ça ne peut être que indicatif, puisque par définition, on va prendre des décisions à l'issue de la phase pilote qui auront un impact sur le budget. Et moi, je trouve qu'il faut saluer aussi cette méthode. On est économe de nos moyens, on est pragmatique. J'approuve. Vous seriez, franchement, si on se lançait dans un projet comme ça, qui concerne 800 000 jeunes, d'un coup, sans avoir testé notre organisation et sans avoir mesuré ce qu'on était capable de faire, on nous dirait, attendez, là, vous vous lancez quand même dans un truc. C'est sûr qu'il y a le Rotex. Voilà, c'est ça. C'est sûr qu'il y a le Rotex. Il y aura un Rotex. En militaire, c'est ce qu'on appelle le retour d'expérience. Figurez-vous qu'il y aura un Rotex. Il faut tenir compte du retour d'expérience. Entre le mois de juillet. Et éventuellement abandonner certaines choses et les faire d'autres différemment. Bon, on a envie d'entendre Philippe Langevin sur le sujet. Il y aura un Rotex entre juillet et octobre prochain, justement pour tenir compte des enseignements. Ce qui est dommage, c'est que si vous aviez quelque chose qui fonctionnait bien, qui était le service civique, et on se demande pourquoi vous n'avez pas simplement développé le service civique, qui d'ailleurs fonctionne sur une base de volontariat, plutôt que de bousculer à nouveau l'organisation pour les jeunes, qui sachent un peu à quoi s'en tenir. Et il me semble que justement, dire le côté obligatoire, va quand même poser problème à un certain nombre de jeunes. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que le service civique est un outil formidable et qu'il faut le renforcer. Le renforcer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, mettre des moyens supplémentaires. Et le rendre obligatoire. On met 50 millions d'euros en plus, 50 millions en plus sur 2019, c'était voté dans le budget, dans le contexte, c'est quand même pas mal, pour le service civique. Le deuxième moyen de le renforcer, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes qui aient envie d'aller faire un service civique. Et moi, je croise beaucoup de jeunes qui sont en service civique, qui se sont retrouvés là un peu par la force des choses. Vous savez pourquoi qui étaient polis-décrocheurs, qui se sont retrouvés en service civique parce qu'à la mission locale, on leur a dit va faire un service civique, et pour qui ça a été une révélation. Ils me disent, c'est la première fois qu'on m'a dit merci. C'est la première fois que je me suis senti utile. Et donc, l'objectif est volontaire. Mais bien sûr, mais pour que ça soit le cas du SNU, pour que ça soit, mais parce que c'est pas le même objet, parce que c'est pas les mêmes missions. Et si on veut qu'il y ait plus de jeunes qui soient volontaires pour faire le service civique, encore faut-il qu'il y ait plus de jeunes qui se disent qu'ils ont le choix et qu'ils ont quelque chose à apporter. Vous avez un drame dans notre pays aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de mal à montrer à toute notre jeunesse son utilité sociale. Vous avez des bataillons entiers de jeunes qui se disent qu'ils n'ont rien à apporter. Donc forcément, ils ne vont pas candidater sur un service civique, ils se disent qu'ils n'ont rien à apporter à la société. Et l'objectif du service national avec la mission d'intérêt général, c'est qu'ils puissent mesurer ce sentiment, qu'ils puissent voir, oui, je peux être utile auprès d'une association, auprès d'une collectivité, auprès d'un corps en uniforme, et derrière, puisque ça fait partie du service national, choisir de s'engager volontairement dans le service civique. Je rappelle qu'il y a 2 phases au service national, la phase obligatoire d'1 mois, une phase volontaire qui s'appuie sur des engagements volontaires, le service civique, les pompiers volontaires, la réserve opérationnelle, du bénévolat dans une association. C'est 2. Et moi, je ne sépare pas les 2. Avec le côté obligatoire, on peut craindre qu'on se retrouve comme à la fin du service militaire, où c'était un vrai sport pour les familles que de faire exonérer leurs enfants. Oui. Alors, il y aura des exemptions pour être réformé? Alors, il n'y aura pas d'exemption et pas de aucune? Non, aucune. Attendez. Parce que c'est universel et qu'on veut que tous les jeunes, dans leur diversité... Mais si des jeunes décident de ne pas venir, de ne pas répondre aux invités, aux convocations... Vous savez, moi, je me déplace énormément dans les collèges, dans les lycées, et je discute avec beaucoup de jeunes. Il y aura peut-être des déserteurs. Et ce que je rencontre, c'est qu'il y a un intérêt très fort pour le dispositif. Vous savez, le service national, on l'a construit notamment grâce au rapport du général Menaouine, mais grâce à une consultation numérique. Il y a 50 000 jeunes représentatifs de la diversité de la jeunesse qui ont contribué. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on veut des formations à une société où les risques ont évolué. Comment on réagit face à une catastrophe naturelle? On met en place un poste de secours, on vient en secours aux sinistrés. Comment on réagit face à un attentat terroriste? Comment on maîtrise les gestes de premier secours? Tout ça, on va leur apprendre. Et l'autre enjeu, bien sûr, en 15 jours, mais vous savez, on peut faire beaucoup de choses avec les pompiers volontaires, avec la Croix-Rouge. Ils ont construit des modules pour leur apprendre tout ça. Voilà. Il faut les industrialiser. On est très en retard en France. Le président de la République veut que 80% de la population soit formée à réagir. On verra comment évolue ce projet, puisque effectivement il y a une phase expérimentale qui commence au mois de juin. Préfiguration. Une préfiguration, précisément. Merci à tous les deux. C'est la 3e partie désormais d'Audition publique avec nos 2 consoeurs qui font leur entrée sur le plateau.
On parlait des universités. Bonsoir Brigitte Boucher, Oriane Mancini, merci d'être là. Une question d'un internaute du Figaro, on parlait des universités. Alors là, un point de vue un peu contraire à celui des organisations syndicales d'étudiants, puisque cet internaute du Figaro nous dit, alors que les étudiants français ont du mal à boucler leur fin de mois, pourquoi financer les frais et les études d'étudiants étrangers? Quelle est votre position dans ce débat du moment? Écoutez, c'est... Avec le renchérissement, bien sûr, des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. C'est une décision qui a été prise, qui est portée par Frédérique Vidal, qui vise à dire qu'aujourd'hui, on a un système où l'inscription à l'université est gratuite, quasiment, pour tous les étudiants qui viennent de France ou de pays étrangers. Or, on a des pays étrangers où les jeunes étudiants qui vont s'inscrire payent plusieurs milliers, parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros pour réaliser leurs études. Et que donc, on met en place un tarif pour des étudiants étrangers qui viennent en France, avec, pour s'assurer de l'égal accès, un triplement des bourses, parce qu'il y a des étudiants étrangers qui ne peuvent pas se payer forcément plusieurs milliers d'euros. Et moi, je veux dire que les étudiants étrangers, c'est une chance pour la France. Un étudiant étranger qui vient étudier en France, d'abord, il apporte des choses aux autres étudiants. Ensuite, quand il repart dans son pays, c'est un petit ambassadeur de France à son niveau qui fait vivre les valeurs de la France, qui fait rayonner la France. Donc, on a besoin d'étudiants étrangers. On a besoin de les accueillir dans de bonnes conditions. Et c'est ce que porte Frédérique Vidal avec ce projet, pour faire en sorte que des jeunes étrangers qui ne peuvent pas se payer, entre guillemets, les nouveaux droits d'inscription, puissent quand même accéder à l'université. Vous mettez l'accent que sur les bourses, mais ils ne sont pas tous boursiers. Là, non, ils ne sont pas tous globalement. boursiers, mais il y en a d'autres qui peuvent assumer ce tarif, puisque d'ailleurs, quand ils vont dans d'autres pays, ils l'assument pour entrer à l'université. D'accord. Oriane ? Oui, on a d'autres que vous en avez parlé, mais on a d'autres questions sur le service national universel. Vous avez ouvert il y a une semaine, le 4 mars, la plateforme d'inscription en ligne pour les recruter des volontaires. Combien vous avez d'inscriptions à ce jour? Alors, j'ai un point hebdomadaire. Et pour tout vous dire, j'aurai la réponse. Alors, j'aurais peut-être dû la demander pour venir sur le plateau. Oui, quand même. Ça fait lundi. Dans la soirée, ce que je sais, c'est qu'on a eu plusieurs milliers de connexions déjà la semaine dernière sur la plateforme qui permet d'accéder dans chacun des départements à l'adresse pour s'inscrire. Donc, là, quel objectif vous êtes fixé? L'objectif, c'est d'avoir entre 2000 et 3000 jeunes au niveau national. Ça, c'est le premier objectif en termes de nombre. Moi, je double cet objectif, je l'ai dit. D'un objectif de diversité des jeunes appelés au service national universel. Non, mais ça, c'est un point important. C'est que si on met en place un dispositif sur la base du volontariat et qu'on dit ceux qui ont l'info, inscrivez-vous, on n'est pas certain d'avoir une diversité de jeunes à la fin. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on aille chercher des volontaires, y compris certains qui ne seraient pas portés candidats spontanément. Autrement dit, on n'a absolument pas de problème à avoir des volontaires d'une manière générale, mais moi, je veux des volontaires de tout type. Je veux des jeunes qui sont au lycée, je veux des jeunes qui sont décrocheurs, je veux des jeunes qui sont en apprentissage. Comment vous en assurez de cette diversité? Sur les apprentis, on travaille avec les CFA. Sur les décrocheurs, on travaille avec les missions locales. Sur les jeunes en situation de handicap, on travaille avec les MDPH, Maisons départementales des personnes handicapées, pour aller chercher des volontaires. Est-ce que le service national universel n'est pas loin quand même, très loin de la promesse de départ d'Emmanuel Macron? C'était qu'il soit encadré par l'armée, par la gendarmerie et qu'il dure entre 3 et 6 mois. Est-ce que ce n'est pas un temps nécessaire aussi pour former une classe d'âge, pour réunir et qu'il y ait cette mixité sociale et réunir sur des valeurs républicaines? Est-ce qu'on n'est pas très très loin finalement de cette promesse de départ? Il y a une seule différence par rapport à l'engagement qui avait été annoncé pendant la campagne par le président de la République, le candidat d'alors, c'est l'âge. Sinon, c'était un service national universel d'1 mois. Après, il y a eu des questions qui se sont posées dans les mois qui ont suivi son élection sur la durée, est-ce qu'on faisait plus, est-ce qu'on faisait moins, mais dans le programme de campagne, c'est 1 mois. Un mois encadré par des militaires. Le service national universel qu'on propose durera 1 mois, il sera encadré par des militaires. La seule différence, c'est qu'il était prévu à 18 ans et qu'on a fait le choix de l'avancer à 16 ans, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'à 18 ans, il y a énormément de différences de statut chez les jeunes et que ça peut venir percuter un certain nombre de projets. Ensuite, parce que l'un des objectifs, c'est aussi de faire en sorte de prévenir le décrochage, de faire en sorte qu'il y ait moins de jeunes qui décrochent. Il y a 100 000 jeunes chaque année qui quittent le système scolaire sans diplôme, sans qualification, qui se retrouvent sans emploi. Et donc l'objectif à 16 ans, c'est peut-être de travailler avec eux pour éviter qu'ils décrochent et de leur construire un parcours de formation adapté. Et vous pouvez nous assurer qu'il sera généralisé avant la fin du quinquennat? Alors, la généralisation est prévue à ce stade par le rapport du général Menaouine en 2026. Moi, ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, c'est que je souhaitais qu'on regarde dans quelle mesure on peut aller un peu plus vite. Mais évidemment, c'est tout le travail qu'on est en train de faire là et la phase pilote qui nous diront dans quelle mesure on peut aller plus vite. Mais plus vite, c'est quoi?
2022, 2023? Oui, c'est ça, ou 2024, 2025, tout ça c'est avant 2026. Il n'y a pas de date. Non, mais la date, si vous voulez, Donc pas nécessairement avant la fin du quinquennat. On met en place une phase pilote, justement pour tester notre organisation, tester nos choix pratiques. Bah, c'est aussi de ça que. Mais à un moment, c'est vous qui parliez de 2022-2023. Oui, parce qu'on m'a poussé, comme vous êtes en train de le faire dans mes retranchements, pour que je donne une date. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est prévu en 2026 par le rapport du général Menaouine, que je souhaite qu'on aille plus vite si c'est possible. Et aller plus vite, ça peut être 2022, ça peut être 2023. Bah, l'idée, c'est de le généraliser et qu'il soit obligatoire pour tous les jeunes. Il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Je ne crois pas une seconde que certains voudront retourner en arrière. D'accord. Parce que, franchement, je pense que ça va avoir un impact considérable pour notre jeunesse. Et d'ailleurs, un impact qui fait écho à beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui, y compris avec le mouvement des Sur le Gilets sentiment jaunes. d'appartenance nationale, par Sur exemple. le sentiment d'appartenance, sur les fractures qu'on voit. Ouais. Mine de rien, les Gilets jaunes, c'est quand même des personnes qui sont sorties sur les ronds-points et qui ont dit on a l'impression d'habiter dans le même pays que d'autres, mais de ne pas vivre les mêmes choses que les autres. Et c'est vrai qu'on a un drame en France, c'est qu'on a des populations, et notamment des jeunesses, qui se parlent peu, qui se rencontrent peu, qui évoluent dans un couloir, qui ont l'impression que le champ de leur possible se limite à ce couloir. Bon, mais c'est vrai que 15 jours, on se dit, ils auront le temps de se parler. C'est 2 fois 15 jours. 2 fois 15 jours, oui, mais même. Ça fait un mois. Bon. Et oui, vous savez, on compare souvent avec le service. Pas perdre son temps, quoi. On compare souvent avec le service militaire qui durait plusieurs mois, etc. Les classes, c'était 1 mois et c'était quand même le plus. Oui, mais le brassage durait quand même 12 mois. Hein. Dites-moi, le drapeau dans les classes, ça participe de la même démarche? C'est un amendement qui a été adopté dans le cadre de la loi de Jean-Michel Blanquer par les députés. Et vous en pensez quoi? Bon, je pense que c'est une idée qui est venue de la droite au départ. Oui. Je pense que ça fait pas de mal. Voilà. Enfin, non, mais si vous voulez, je fonde pas l'avenir de l'école sur ce sujet-là, mais je vois pas ce que ça retire ou ce que ça fait de mal. Il y a l'Observatoire de la laïcité qui avait préconisé d'autoriser les jeunes qui participent au SNU à porter des signes religieux, voile islamique, kippa. Est-ce que ça pourra être le cas ou pas? Non, j'ai eu l'occasion de le dire, la neutralité religieuse sera respectée dans le service national universel, comme elle l'est aujourd'hui dans le cadre scolaire, comme elle l'est aujourd'hui dans le cadre de la JDC, la Journée de défense et de citoyenneté, comme elle l'était à l'époque du service militaire. Il n'y avait que des hommes, donc il y avait peut-être certains points qui se posaient moins, mais évidemment la neutralité religieuse sera respectée. Il y aura un uniforme? Il y aura une tenue commune. Alors, un uniforme? Oui, une tenue commune qui sera, c'est pas un gros mot. Qui sera proposée aux jeunes. Et moi, j'ai souhaité qu'elle soit dessinée par les jeunes. J'ai lancé un concours dans 13 lycées professionnels, dans des filières mode et design. Ils sont en train de plancher, ça travaille beaucoup, j'ai quelques échos. Et à la fin de la semaine prochaine, je réunirai un jury de 4 personnes qui vont choisir la tenue des jeunes. Très bien, dossier à suivre, donc. Oriane? Oui, sur un autre dossier, après le braquage d'une professeure par un élève en octobre dernier, Jean-Michel Blanquer et Christophe Castaner avaient promis un plan ambitieux pour lutter contre les violences à l'école. On en est où de ce plan? Alors, d'abord, il y a une première série de mesures qui ont déjà été annoncées par Jean-Michel Blanquer à la fin de l'année dernière. Je tiens à les rappeler parce qu'elles sont importantes, notamment la mise en place au sein de l'éducation nationale, au sein des établissements, d'un système qui fait que tout acte signalé par un professeur ait un suivi et une réponse. Le drame et le fameux pas de vague qui avait été mis en avant par les professeurs, c'est que certains avaient l'impression parfois de hurler dans le vide et de dire voilà, je me suis fait agresser, il y a un élément perturbateur dans ma classe qui me met en difficulté et il n'y a pas de suivi et personne n'agit. On a mis en place un système qui fait qu'il y a un suivi maintenant pour tout acte signalé, qu'il y a une réaction, que si un enseignant a l'impression que dans son établissement, il n'y a pas de réaction, il peut saisir via une adresse mail un interlocuteur qui vient l'aider. Ça, c'est pour les réponses éducation nationale. Ensuite, il y a des questions qui se posent, qui sont interministérielles. Comment est-ce qu'on responsabilise mieux les familles et les élèves? Parce qu'il y a aussi un enjeu avec le ministère de l'Intérieur. Comment est-ce qu'on gère des jeunes qui seraient poly-exclus, c'est-à-dire qui auraient été exclus plusieurs fois, qui seraient vraiment des éléments hautement perturbateurs, comme on dit? Dans quelle structure est-ce qu'on peut les accueillir? Bon, ça fait beaucoup de questions que vous avez du mal à les trancher, apparemment. Il y a un travail qui est fait. L'attend. Oui, il y a un travail qui est fait. Par exemple, est-ce que vous êtes pour la sanction financière de certaines familles quand les enfants ne sont pas tenus? Moi, je pense qu'il faut responsabiliser un certain nombre de familles. Je pense qu'il faut faire du cas par cas.
Je peux donner des exemples. Oui. Vous êtes une mère de famille seule, une mère célibataire, vous avez 4 enfants ou 5 enfants, vous en avez un que vous n'arrivez pas à gérer, vous êtes dépassé par les événements, on ne va peut-être pas vous faire payer une amende parce que vous êtes dans cette situation. Si vous êtes des parents qui assumez totalement le fait que votre enfant soit difficile à l'école, agresse son professeur, et d'ailleurs vous vous rendez à l'école et que vous prenez parti de votre enfant face au professeur, là peut-être qu'il peut y avoir une responsabilisation. En tout cas, moi je pense qu'il doit y en avoir une. D'accord. Donc il y a les allocations familiales, par exemple. Ce plan, alors Le plan, il sera présenté dans les prochaines semaines. Mais pourquoi ça prend autant de retard en fait? Parce que c'est un gros travail interministériel, parce que ça associe la justice, l'intérieur, l'éducation nationale, parce qu'il y a des dimensions qui sont quand même non neutres, donc, mais c'est imminent. Sur Parcoursup, l'UNEF a mené une enquête auprès des élèves qui n'avaient aucune proposition pour Parcoursup en 2018. Le syndicat étudiant note une surreprésentation des bacs pro et des bacs technologiques et certains dénoncent des discriminations. Avec votre réforme, est-ce que la sélection à l'université n'est pas devenue une réalité finalement? Non, on regarde évidemment ces situations-là avec beaucoup d'attention. Et il y a un énorme travail qui a été fait pour accompagner les jeunes qui n'avaient pas de réponse jusqu'au bout. Ça ne date pas d'aujourd'hui qu'il y ait des jeunes qui étaient candidats en BTS ou en IUT, c'est souvent le cas des bacs pro et des bacs techno, qui sont des filières sélectives, là-dessus rien n'a changé avec Parcoursup, et qui n'ont pas eu de réponse. Ça ne date pas d'aujourd'hui, il y en a toujours eu. Ce que je constate, c'est que cette année, grâce à la réforme Parcoursup, et grâce aux ouvertures de places qu'on a faites, et grâce au plafond et au plancher en BTS et en IUT, il y a 30% de bacs pro en plus qui ont accédé à un BTS, 30% de bacs techno en plus qui ont accédé à un IUT. Et ça, c'était très important. Il y a sans doute des jeunes, qui sont beaucoup moins nombreux qu'à l'époque d'APB, qui se retrouvent sans solution. Et il faut les accompagner, il faut faire en sorte de trouver une solution et de construire une solution avec eux. Avec une surreprésentation, justement, bac pro et techno. Ouais. Ce que je dis, c'est que malheureusement, c'était déjà le cas avant, mais surtout, c'est beaucoup moins le cas. Puisqu'il y a beaucoup plus de bac techno et de bac pro qui ont accédé à l'enseignement supérieur. Ça a augmenté de 30%. C'est évidemment pas suffisant, il faut continuer le travail avec eux et c'est ce qu'on fait. Et il faut des places supplémentaires, à l'université à la rentrée prochaine? Écoutez, on analyse au cas par cas, on va aussi analyser les vœux qui sont faits par les jeunes. Et en fonction des vœux. Oui, on sait que chaque année, il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent et pas suffisamment de places pour les accueillir. Et vous savez, l'an dernier, il y avait une centaine de milliers de places qui étaient restées vacantes à l'issue de la campagne d'APB, alors qu'il y a des jeunes qui se sont retrouvés sans place. C'est que la difficulté, c'est moins le nombre de places que l'adéquation entre la demande et l'offre. Et donc, les demandes et les vœux qui vont être formulés par les lycéens en terminale vont nous permettre d'adapter nos places. Tout autre chose maintenant, Oriane Mancini. Sur la PMA, puisque le calendrier ne semble pas très clair, l'examen a déjà été repoussé. Marlène Schiappa dit que le texte sera examiné avant l'été, c'est ce qu'a également dit aujourd'hui Benjamin Griveaux. Marc Fesneau lui parle plutôt d'un calendrier d'ici à la fin de l'année. Est-ce que le gouvernement et la majorité ont encore besoin de temps? Ils ne sont pas prêts sur cette question? Moi, je ne crois pas. Le texte sera présenté avant l'été. Ça a été annoncé par le porte-parole du gouvernement. Il sera examiné dès que possible dans un calendrier législatif qui est quand même très contraint. Je pense que c'est ça avant tout le sujet. Moi, je pense que... Il y a quand même des divisions au sein de la majorité sur le sujet. Je crois, il y a des tensions. Je ne crois pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Il y a quelques individus qui ont fait part de leur opposition et le débat s'exprime, c'est normal. Sur la PMA, il me semble qu'il y a quand même un consensus assez large dans la majorité. Moi, ce qui m'importe et ce à quoi j'appelle, c'est qu'on nous juge sur cette question-là, pour ceux qui sont mobilisés sur cette question-là, à la fin du quinquennat. À la fin du quinquennat, on verra si on a tenu notre engagement. Ça laisse un peu de marge. Oui, mais vous savez pourquoi je dis ça? Non. Parce que le précédent quinquennat, vous avez un candidat, François Hollande, qui s'était engagé à autoriser la PMA pour les couples de femmes, et à la fin du quinquennat, ça n'avait jamais été fait. Et donc, peut-être que sur le calendrier législatif, c'est un peu compliqué, mais ça sera porté dans les délais les plus rapides possibles. Vous étiez, je le disais tout à l'heure, député, La République En Marche il y a encore quelques mois. Est-ce que vous auriez signé aujourd'hui la pétition de certains élus qui dénoncent dans votre parti l'homophobie et le sexisme? Vous avez vu cela? Je n'ai pas vu cette... Voilà, il y a une pétition, ils sont 13. 16 parlementaires. 16 parlementaires, je n'ai pas vu. Une tribune dans le magazine Tétu. À la suite de certaines prises de position, bien sûr, sur la PMA. Je n'ai pas vu cette pétition. Je suis très honnête, très transparent. J'ai pas vu cette. Non, mais si la question. Est-ce que vous avez déjà constaté des faits de sexisme, d'homophobie dans votre parti? Non. Moi, si la question, et je pense que ça doit être ça, c'est de savoir si certaines prises de position individuelles ont heurté.
La réponse est oui. Donc ça visait Agnès Thiel, en fait. J'en sais rien, j'ai pas lu la pétition. J'ai pas lu la pétition, c'est certain. De même que des positions qu'elle a pu porter contre la PMA m'ont aussi heurté. En tant qu'enfant issu d'une PMA, j'étais aussi Elle aurait dû heurté être sanctionnée, ça n'a pas été le cas. Elle a une simple mise en garde de La République En Marche. Moi, je suis pour qu'on dise quand on n'est pas d'accord. Je suis pour qu'on dénonce un certain nombre de propos. Je ne suis pas pour qu'on sanctionne à tout va sur la base d'opinions qui sont portées. Soit une opinion qui est portée va contre la loi. Et à ce moment-là, il y a une procédure judiciaire et il y a une sanction par le parti. Mais il n'y a pas de... pour moi, les partis politiques n'ont pas à être des arbitres moraux. On peut tout à fait isoler, entre guillemets, une parole sans avoir à pratiquer la purge. Brigitte, autre sujet. Oui, sur les municipales à Paris, il y a beaucoup d'ambition à la République En Marche. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'ambition trop tôt? Moi, ce qui est certain, c'est que je pense qu'aujourd'hui, l'important, c'est d'être concentré sur le grand débat national et ensuite sur les élections européennes qui vont intervenir prochainement. Et moi, je souhaite qu'on ait un vrai débat européen, projet contre projet. Donc Mounir Majoubi s'est déclaré trop tôt pour important. Moi, je redis que je souhaite qu'on se concentre sur ces sujets-là. Moi, je pense que c'est important. Je pense que c'est l'essentiel. Ou alors... Donc les ministres candidats, Mounir Majoubi, Benjamin Griveaux, doivent mettre leur ambition personnelle de côté pour le moment. Benjamin Griveaux n'a pas déclaré de candidature. Il fait quand même des propositions. On le sent très intéressé. Il n'a pas déclaré de candidature à ce que je sache à ce stade. Moi, je souhaiterais qu'il soit candidat, puisque je l'ai dit. Oui, moi, je pense que Benjamin Griveaux sera un excellent candidat, mais il n'a pas... Est-ce qu'il faut quitter le gouvernement, justement, pour faire campagne pour les européennes, maintenant que Mounir Majoubi, lui, s'est déclaré, par exemple? Ça, c'est vraiment Vous pensez qu'ils ont encore leur place dans ce gouvernement? Moi, j'ai pas moi à dire si un collègue doit quitter le gouvernement ou pas. Il y a un Premier ministre, un Président de la République qui arbitre ces questions-là. Donc, j'ai pas de position à prendre sur ce sujet. Est-ce qu'il faut s'attendre à un remaniement fin mars si... il n'a pas toutes les clés, mais il va quand même essayer de répondre. Si une tête de liste éventuelle pour les européennes était au gouvernement aujourd'hui, si justement Mounir Majoubi devait aller ou Benjamin Griveaux faire campagne pour les européennes, est-ce que vous pensez que le timing de la fin mars pour un remaniement est possible? Là encore, moi je suis ni Premier ministre ni Président de la République. C'est vraiment à eux qu'il appartient de décider s'il doit y avoir un remaniement. Ce qui est certain, c'est que j'imagine que si des personnes sont amenées à quitter le gouvernement, elles devront être remplacées. C'est tout ce que je peux dire à ce stade. Puisque vous parlez du grand débat et des européennes, est-ce que le grand débat et le grand débat permanent, puis qui va se prolonger jusqu'aux européennes, eh bien, ça ne va pas écraser cette campagne européenne, ça ne va pas écraser le débat de fond sur l'Europe? Moi, je ne crois pas. Le grand débat, il s'arrête le 15 avril. Et c'est vrai qu'on va mettre en place une pratique du pouvoir qui fait qu'on aura en permanence cette capacité des citoyens à participer. Mais je pense qu'on va avoir un vrai débat européen. En tout cas, je m'en réjouis. Et vous me posez régulièrement la question de la tête de liste. Si on avait aujourd'hui une tête de liste, le débat se ferait sans doute sur les personnes avant de se faire sur notre projet. Et en l'occurrence, moi, j'étais très heureux de voir que ces dernières semaines, on a beaucoup parlé du cap qui était proposé par Emmanuel Macron dans sa tribune. Et c'était important que le débat il se fasse sur le projet et que peut-être que si on avait eu une tête de liste, on serait plus intéressé aux personnes. Nous, on veut proposer une ambition et un cap avant les personnes. Évidemment qu'il y aura une équipe. Est-ce que vous avez vu la réponse de Berlin aujourd'hui, Enfin, hier, dans une tribune au Zeit, la nouvelle responsable de la CDU critique assez fortement les propositions mises en avant par Emmanuel Macron. Est-ce que cela vous inquiète sur l'avenir de l'axe franco-allemand? Non, ça ne m'inquiète pas. D'abord parce qu'il y a un certain nombre et beaucoup de responsables politiques de pays européens qui ont pris position, qui ont soutenu la tribune. Ensuite, il y a un dialogue et une discussion avec l'Allemagne. Vous savez, il y a un certain nombre de dossiers qu'on poussait et sur lesquels on nous disait l'Allemagne n'est pas d'accord, vous n'y arriverez pas, etc. Et à la fin, on a réussi à les convaincre et à les porter avec elle. Sur la question du budget de la zone euro, au départ, on nous disait ça n'arrivera jamais, c'est impossible. On y est parvenu. Sur un sujet qui me tient à cœur, moi, en tant que secrétaire d'État à l'éducation, le doublement du budget d'Erasmus, c'est un projet qu'on portait la France. Sur les avancées sociales ou les protections sociales, pour la CDU, il n'y a pas question d'aller vers ce qu'on appelle une européanisation, par exemple. Donc là, c'est une fin de non-recevoir. Et il y a une critique, par exemple, du Parlement à Strasbourg. Est-ce que là, vous avez l'intention de faire acte de résistance? Alors, moi, je ne suis pas tête de liste. Je ne dirige pas la campagne des européennes. Il y aura un programme qui va être fait et surtout, il y aura sans doute un dialogue qui va s'engager. Moi, en tout cas, je crois que les élections européennes, ça va être un vrai moment de clarification sur ces sujets européens. On a besoin d'une clarification. On a eu une Europe des fondateurs
qui a initié un magnifique projet qui est l'Union européenne. On a eu ensuite une Europe des gestionnaires qui ont géré sans projet politique. Et la question, c'est est-ce qu'on veut une Europe avec un projet politique pour mieux protéger, pour mieux accompagner, pour mieux défendre nos industries et nos emplois. Et ça va être un beau débat dans les mois qui viennent. Très bien. Merci beaucoup à vous, Gabriel Attal, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, mesdames. Bonsoir à tous. À très vite.